Au premier coup d'œil, Adam Ondra ne ressemble pas vraiment à l'image qu'on se ferait d'un athlète de haut niveau. Très grand, mince, avec les cheveux en bordel et ses lunettes rondes de premier de la classe, c'est pas pour rien qu'on le surnommait Harry Potter au début de sa carrière. Et pourtant, malgré son air disons un petit peu atypique, dès qu'il commence à grimper... No athlete in the history of climbing has won a bouldering and lead world championship in the same year. Go on, Ondra, and what an awesome performance. Ondra, one more move away. Les foules se déchaînent avant que le silence ne devienne assourdissant de la part des spectateurs, seulement déchirés par ces cris, disons, iconiques. Si vous ne faites pas d'escalade, vous ne connaissez très certainement pas Adam Ondra. La grimpe, ça reste quand même assez niche, mais restez quand même, c'est intéressant et ce mec, en tant qu'anomalie dans le monde du sport de haut niveau, dépasse de loin le petit cercle assez fermé des grimpeurs. Et si vous grimpez et que vous connaissez Adam, je crois vraiment pas que vous réalisiez à quel point ce mec est impressionnant. Regardez. Usain Bolt est connu pour être le meilleur sprinter de tous les temps. Federer, le meilleur tennisman, Mohamed Ali, le meilleur boxeur, et qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? Ce sont des spécialistes. Évidemment, quand on est sportif de haut niveau, on est obligé de se spécialiser. C'est pour ça qu'il y a des distinctions, des catégories. Je m'y connais pas très bien en course à pied, mais... je crois pas qu'Usain Bolt ait déjà réalisé des records en trail ou en ultra-marathon. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'Adam Ondra, la spécialisation, c'est pas trop son truc. En fait, lui, il aime grimper, et du moment qu'un truc se grimpe, il va le faire, et si possible, mieux que les autres. Et Adam Ondra, il est plutôt très fort pour grimper mieux que les autres. Pour que tout le monde suive et comprenne bien, je vais devoir expliquer quelques trucs sur l'escalade, rassurez-vous, c'est pas compliqué. Comme dans toutes les disciplines, l'escalade c'est une grande famille, avec plusieurs catégories à l'intérieur. Le but du jeu, il est facile à comprendre et plus ou moins toujours le même. Grimper un truc et arriver en haut sans tomber. Mais on va retrouver différents terrain de jeu. En premier, on retrouve la voie, aussi appelée l'escalade de difficulté, qui consiste à grimper une longueur d'entre 10 et 40 mètres avec une corde qui permet de nous assurer au fur et à mesure. Ensuite, on a la grande voie. En gros, c'est la même chose, mais sur plusieurs longueurs, les unes à la suite des autres, qu'il faut réussir à enchaîner, et qui vont beaucoup plus haut. Les plus grandes d'ailleurs peuvent aller jusqu'à près d'1 kilomètre de haut, demandant tellement de temps à être gravi qu'il faut dormir sur la falaise, ce qui, entre nous, n'a pas vraiment l'air très confortable. Enfin, on a le bloc. On pourrait qualifier de gros caillou hargneux, qui ne va pas très haut, qui ne demande pas d'avoir une corde, alors là vous vous dites sûrement « Ah ouais, ça a quand même l'air vachement plus facile que la grande voie ». Alors oui, dans l'idée, mais les blocs durs ont des mouvements vraiment très durs. Et vous pouvez vraiment voir ça comme un concentré ultime de difficulté où chaque micro-placement à l'intérieur de chaque micro-mouvement compte et peut vous faire tomber aussi sec. Vous vous en doutez, avec 3 catégories aussi différentes qui demandent chacune des connaissances, des entraînements et des tactiques très distinctes, parce que ça n'a absolument rien à voir d'enchaîner 3 mouvements très difficiles sur un gros caillou de 2 mètres. Par rapport au fait de gravir une falaise de 800 mètres de hauteur, les grimpeurs vont avoir tendance à se spécialiser. Certains vont exceller en voie, certains vont exceller en bloc, certains vont exceller en grande voie, et ensuite, il y a Adam Ondra, qui est le meilleur partout. Mais comment on fait en fait pour savoir qui est le meilleur en escalade? D'abord, il y a les réalisations en falaise, à l'extérieur, puis la compétition qui se passe à l'intérieur sur des murs artificiels. Encore une fois, je vous laisse imaginer que le fait de grimper une voie sur des prises minuscules dehors sur une falaise dans le silence, seulement embêté par les cris des hiboux et des rats qui passent, ça n'a pas grand chose à voir avec le fait de taper un run sur de la résine dans l'ambiance survoltée d'une compétition, avec de la musique évidemment beaucoup trop forte, des speakers, un projo sur ta gueule, d'autres trous du cul qui ont l'air vachement plus forts que toi, et la foule en délire. Donc, encore une fois, certains se spécialisent dans les réalisations à l'extérieur, d'autres dans la compète, et encore une fois, Adam Ondra domine les deux. Ondra is the world lead champion and the world bouldering champion, something that I don't think will ever be done again.
Maintenant, je pense que vous commencez un petit peu plus à comprendre pourquoi je m'intéresse à lui, pourquoi j'en fais une vidéo, pourquoi je vous en parle, et je vous propose de voir ensemble quelles leçons tirées du parcours de cet athlète à réinjecter dans notre pratique pour apprendre, progresser et évidemment, mieux grimper. C'est bien beau tout ça, Adam Ondra est incontestablement le meilleur grimpeur du monde, mais concrètement, comment on le devient ? Déjà, il vaut mieux se lever tôt. Et par se lever tôt, je veux dire commencer pendant que les autres grimpeurs sont encore à la crèche. Devenir le meilleur, ça demande du temps, beaucoup d'entraînement, et si on veut faire partie des maîtres, il faut démarrer à l'enfance. Heureusement, on peut devenir bon en commençant bien plus tard et acquérir un niveau bien plus qu'honorable, mais soyons réalistes, le haut du plus haut niveau est réservé à ceux qui ont commencé tôt, vraiment très tôt. Comme une bonne graine dans un terreau fertile, la passion pour l'escalade d'Adam se développe, et couplé à un entraînement redoutable alors qu'il n'est encore qu'un enfant, il devient vite bon. Très bon. Mais bon, c'est encore loin d'être le meilleur. Âgé d'à peine 12 ans, alors que ses camarades prennent leur goûter et regardent les dessins animés après l'école, Adam s'entraîne. Lui, il a une voie en tête, un objectif un petit peu iconique, action directe, le premier 9A de l'histoire, hiver par Wolfgang en 1991. Pour que chacun puisse bien comprendre la suite de cette vidéo, je vais devoir faire une petite parenthèse et expliquer rapidement les cotations. Il y a plusieurs systèmes, mais je vais vous parler du système français que je vais utiliser ici, qui reste une référence. Donc ce système permet de donner la difficulté d'une voie d'escalade. Il se compose en degrés de 5 à 9 et non, je parle pas de température, même si vous allez voir, ça devient vite très chaud. En gros, les degrés 1 et 2, c'est des grosses randos qui montent et où tu mets un petit peu les mains pour grimper et ne pas tomber. Même sans faire d'escalade, t'as sûrement déjà grimpé du 1 ou du 2. Les degrés 3 et 4, c'est en gros les voies d'initiation, les voies pour enfants ou les bleus d'Arcos Nation. Donc pour une personne lambda, l'escalade, comme on l'entend, ça commence dans le 5. Au degré, on va rajouter une lettre en fonction de la difficulté, un A, un B ou un C, chacune étant de plus en plus dure. Un 5A, si c'est plus dur, un 5B, si c'est plus dur, un 5C, et après, on passe à la suite, au degré suivant, 6A, 6B, 6C, puis 7A, 7B, 7C, etc., jusqu'au 9. Ça, c'est assez facile à comprendre, mais ce dont les gens ne se rendent souvent pas compte, c'est d'à quel point un niveau est plus dur qu'un autre, d'à quel point un 6B est plus dur qu'un 6A. Regardez, quelqu'un de normal qui n'a jamais grimpé de sa vie, peu importe son âge ou sa condition physique, s'il est dans la norme, il devrait réussir à faire un 5A lors de sa première fois en escalade. Sauf si vous êtes une grosse merde comme moi qui avait peur et qui n'osait même pas finir la voie et demander à redescendre avant d'avoir atteint le sommet, vous devriez arriver à faire un 5A sans trop de problèmes lors de la première fois que vous essayez l'escalade. Et si vous êtes un peu sportif de base, vous devriez pouvoir faire un 5B, 5C, voire même un 6A pour les plus chauds lors de votre première séance. On n'est vraiment pas sur quelque chose de très difficile. Par contre, après le 6A, les choses se compliquent assez sévèrement. Même si c'est évidemment un petit peu plus complexe que ça, pour simplifier, on pourrait dire que chaque niveau est à peu près 2 fois plus dur que le précédent. Un 6B sera donc à peu près 2 fois plus dur qu'un 6A, et un 6C sera à peu près 2 fois plus dur qu'un 6B, etc., etc. Et si jamais une voie est par exemple un petit peu plus dure qu'un 6A, mais qu'on n'est quand même pas 2 fois plus dur, donc que ce serait pas un 6B, on met un plus. Ok, on met juste un plus, ça devient un 6A+, ou un 6 bémol. Si vous ne me croyez pas, regardez au pied des voies de votre salle ou de la falaise. 90% des grimpeurs ne dépassent pas le 6B, même après des années de pratique, et la plupart rêvent d'atteindre le 7A. En France, par exemple, on est environ 3 millions de grimpeurs. Vous savez combien ont réussi à atteindre le 9A, le fameux niveau là dont rêve Adam Ondra alors qu'il n'a que 12 ans et qu'il néglige ses devoirs pour aller s'entraîner ? 92. Aujourd'hui, il y a moins de 100 Français qui ont réussi à grimper une voie côté 9A, alors qu'on est 3 millions à pratiquer la discipline. Et pour ces 92 personnes déjà ultra chaudes, cette voie c'est souvent l'aboutissement d'une vie de grimpe, le plus haut niveau dont ils ont pu rêver, et croyez-moi, ils ont souvent passé des mois, voire des années à travailler et répéter chaque micro-mouvement de cette voie pour parvenir à l'enchaîner d'un seul coup, sans tomber. 224.
224, c'est le nombre de 9A qu'Adam Ondra a enchaîné. Plus de 2 fois plus que tous les grimpeurs français réunis. Je vous ai dit que les lettres allaient jusqu'à C. Alors vous vous demandez peut-être combien de Français ont réussi à faire un 9C? Un seul. Il y a un seul Français qui a fait un 9C, c'est Boin avec DNA. Et en fait, c'est assez incroyable qu'un Français ait réussi parce qu'aujourd'hui, seulement 3 personnes au monde ont réussi à faire une voix à côté 9C. Mais ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Tout ça pour dire que sur 3 millions de Français qui s'explosent les mains sur le caillou, un seul a réussi à atteindre le plus haut niveau. Mais revenons à Adam. Adam, qui je le rappelle n'a que 12 ans, il rêve de faire un 9A, qui est déjà le niveau dont rêvent les plus grands grimpeurs au bout d'années de pratique. Évidemment qu'il l'enchaîne, évidemment. En fait, la même année, il en enchaîne plusieurs, ce qui permet déjà d'écarter l'hypothèse d'un coup de chance, et évidemment, il commence au même moment à se faire remarquer. Parce qu'en même temps, quand un adolescent qui ressemble à Harry Potter se met à enchaîner les voies les plus dures du monde en gueulant tout ce qu'il a, ça fait un petit peu de bruit autour de lui. Sauf qu'atteindre un des plus hauts niveaux de cotation, Adam, ça lui suffit pas. Alors toute son adolescence, il continue de s'entraîner encore et encore jusqu'à aller se mesurer à Chris Sharma. Chris, c'est pas n'importe qui. Chris, il est reconnu comme à peu près tout le monde, comme rien de moins que le meilleur grimpeur du monde. Il a évidemment réalisé beaucoup de voies extrêmement dures, notamment le premier 9A+ de l'histoire, popularisé le psychobloc, qui est en gros du bloc au-dessus de l'eau. Bref, il est hyper fort et il s'attelle depuis un moment sur une nouvelle voie encore plus dure que les autres, plus dure que tout ce qui est lui, le meilleur grimpeur du monde, n'a jamais fait, qu'il appelle la Dura Dura. Et qui, selon les rumeurs, pourrait bien être la voie la plus dure du monde, rien que ça. Donc là, t'as le meilleur grimpeur du monde, qui essaie d'enchaîner la voie d'escalade la plus difficile du monde, et à côté, t'as un gamin d'à peine 18 ans qui décide de venir voir sur cette falaise à quoi ça peut bien ressembler, la voie d'escalade la plus dure du monde. It's really intense to watch. He gets going. You're like, what is that? If he falls, you hear it. Adam Ondra, il a 18 ans, il a pas le permis, donc il vient avec ses parents à la falaise. Et même s'il s'est fait un peu remarquer, personne ne croit vraiment qu'il peut battre Chris et faire la voie avant lui. Chris, il est beaucoup plus expérimenté, il est plus entraîné, c'est un grimpeur pro depuis plus de 10 ans, et surtout, il sort pas de l'adolescence, il vient pas à la falaise avec sa mère. Enfin, je veux dire, imaginez 2 secondes. Imaginez qu'un gamin de 18 ans arrive sur un ring, aille voir Mohamed Ali, lui dire « Hey mec, en fait, là, au prochain round, je t'éclate !» Et tout le monde se foutrait de sa gueule. Get it, get it. Oh, yeah. Yeah, man. Come on, Adam. Come on, Adam. Trois semaines de moins, c'est ce que ça aura pris à Adam pour enchaîner la voie avant Chris. Et devenir, au passage, le putain de meilleur grimpeur du monde, qui a réalisé la voie la plus dure du monde. Alors, première leçon les gars, ayez pas peur d'une cotation, ayez pas peur d'un profil ou de je ne sais pas quoi, allez vous frotter à trop gros. On s'en fout que ce soit trop difficile, laissez tout ça au vestiaire et allez-y. Je veux dire, tous les exploits commencent par un refus de l'impossibilité. Et comme on dit, le corps ne peut aller que là où l'esprit s'est déjà projeté. Alors, imaginez-vous atteindre le sommet de cette putain de voie qui vous met des buts depuis des semaines. Qu'est-ce qu'on peut bien faire quand on a battu tous les records ?
S'arrêter, contempler le chemin parcouru, profiter d'un mojito à la plage, c'est certainement ce que beaucoup feraient, mais définitivement pas Adam Ondra. À partir de là, c'est simple. Soit il domine les diverses compétitions, s'accaparant au passage le titre de champion du monde de difficulté, en voie, et de bloc en même temps. C'est du niveau de McGregor à l'UFC qui avait réussi à prendre 2 ceintures dans 2 catégories de poids différentes, en même temps. S'il n'est pas en compète, il réalise les voies les plus difficiles qu'il puisse trouver, dont la 2e ascension du Downwall, une phase géante d'El Capitan dans l'Yosemite, qui est la grande voie la plus dure du monde, alors que, je le répète, il est loin d'être un spécialiste de la grande voie. Mais au bout d'un moment, quand t'as réussi à enchaîner toutes les routes les plus dures du monde, si tu veux encore progresser et monter le niveau, faut en créer une nouvelle, une route ultime, un truc jamais vu dans cet océan de voies difficiles, et aller équiper une voie encore plus dure que tout ce qui a été fait. Et je le rappelle, d'une cotation à une autre, c'est à chaque fois un énorme gap de difficulté. Il faut bien comprendre que s'atteler à un 9C, c'est vraiment incomparable à tout ce qui a été fait jusqu'alors dans l'histoire de l'escalade. En 2013, après avoir enchaîné la Dula Dula, il découvre la grotte de Flatanger en Norvège et il se met à équiper un paquet de voies très très dures, dont 2 en particulier qui lui semblent complètement hors de portée pour le moment, mais faisables. Et ça, c'est important, parce qu'il faut bien comprendre qu'à ce niveau de difficulté, la frontière entre une voie faisable, avec beaucoup de travail, et juste impossible pour un être humain, est plus fine que ta volonté face à une bière en fin de séance. Ce qui explique que beaucoup de grimpeurs peuvent parfois faire des milliers de kilomètres pour une seule route, ou un simple caillou à grimper. Donc Adam voit cette grotte, son potentiel, et il équipe. Mais il sait très bien que pour l'instant, à son niveau, c'est mort. Il n'arrivera pas en haut. Donc, il va s'entraîner. Et là, on se demande peut-être, mais comment fait le grimpeur le plus fort du monde pour aller s'entraîner à gravir la voie qui sera, si elle est faisable, probablement la plus dure du monde et ce pour un bon moment? Est-ce qu'Adam Ondra est le grimpeur le plus musclé ou le plus fort? Pas du tout. Pas du tout. En fait, il en est même assez loin. Il a avoué par exemple qu'il savait pas faire le front lever, alors qu'honnêtement, le front lever, c'est pas si difficile. Plein de grimpeurs sont plus forts que lui, ont des doigts plus solides, ou qui savent enchaîner plein de tractions à un bras, vraiment, il y en a un paquet. Et pourtant, à part Adam Ondra, personne n'est Adam Ondra. Non, je vais pas vraiment vous parler du programme de musculation très stylé d'Adam sur des tout petits trous, de comment il fait plein de tractions, etc. Parce que même si ce serait très intéressant, ce serait très réducteur et qu'il y a plein de gens qui ont poussé l'entraînement physique beaucoup plus loin que ce qu'a fait Adam. Donc ce sera pour un autre numéro. Aussi parce qu'on ne devient pas le numéro 1 en faisant des tractions et des muscle-up. Donc, Adam est peut-être pas un maître des tractions, mais s'il y a bien une chose qui s'est entraîné, Adam Ondra, c'est son mental. Et ça va déjà beaucoup plus nous intéresser. Premièrement, il sait gérer l'échec. Ce qui est une compétence absolument capitale dès lors qu'on veut progresser, mais ça, c'est un énorme sujet qui mérite sa vidéo dédiée, et de 2, c'est pas le seul du tout. Donc, permettez-moi de laisser cet élément très important de côté, et de vous en préparer un gros épisode à venir sur cette chaîne, parce que j'ai énormément de choses à vous raconter sur l'échec et la façon de le gérer. Pour progresser en escalade, il faut faire de l'escalade. Et ça, Adam l'a bien compris. Mais comment faire de l'escalade quand tous les muscles et tous les tendons de notre corps réclament du repos, ou que les conditions météo sont trop pourries pour nous permettre de grimper? Bah, on fait comme ça. Is somehow possible. We cut the route into the tiniest details, so when I was visualizing it, I would visualize with every single muscle which was necessary for each move.
Là, faut que je vous parle de visualisation. Un truc à comprendre en escalade, c'est qu'il y a 4 grandes familles qui peuvent nous permettre de progresser et de réaliser des voies de plus en plus dures. Le physique, la technique, la tactique et le mental. Pour progresser, c'est important de faire évoluer chacune de ces familles, sinon quoi qu'il arrive, on va se retrouver bloqué. Par exemple, si t'es très très fort, que tu peux tenir des toutes petites prises, que t'as une super technique qui te permet de toujours te positionner parfaitement dans la voie, mais que t'as peur de tomber, bah t'iras quand même pas très haut. Et d'ailleurs, ça tombe bien si c'est votre cas, parce que il se pourrait que j'ai une vidéo dédiée sur la peur de tomber qui vous permettra de résoudre ce problème. Au sein de la grande famille du mental, il y a un élément dans lequel Adam excelle, et c'est la visualisation. Le fait de s'imaginer dans la voie pour essayer de la travailler sans grimper. Vous avez compris. L'idée, ça va être de se mettre dans ses pensées pour essayer de s'imaginer en train de grimper, de voir si on a bien retenu les différentes prises, les différentes sections, les différents enchaînements pour travailler la voie en amont. C'est particulièrement utile si on est bloqué sur un passage en particulier pendant qu'on est dans la voie. C'est compliqué d'avoir le recul nécessaire. On est daubé, on a peur de tomber, on n'arrive jamais le mouvement qu'on voudrait. On fait de la merde. Et c'est beaucoup plus simple d'y repenser à plat, après, une fois qu'on est bien posé dans notre lit ou à table ou ce que vous voulez, et d'essayer de se remémorer ce qu'on a fait et ce qu'on a pu foirer pour essayer de comprendre là où on a merdé et de se dire « Ah tiens, si j'avais fait ça, peut-être que ça se serait mieux passé » et du coup de le retenter après. Et très souvent, ça marche assez bien. Oui, ok, il faut pratiquer un petit paquet de fois cet exercice avant que ce soit vraiment utile. Au début, vous aurez juste des bribes d'images de la voix, des mouvements, mais à force de pratique, vous devriez pouvoir réussir à faire l'intégralité de la voix dans votre tête du sol au sommet. Pour en revenir à Silent, je pourrais vous parler pendant des heures de pourquoi c'est la voix la plus dure du monde, mais déjà je risquerais d'en perdre pas mal, et comme disent les scénaristes...
Si vous faites pas d'escalade, c'est peut-être pas évident de se rendre compte de la difficulté, mais quand même il y a un paquet de trucs qui sont à l'envers, non? Je veux dire, normalement les pieds sont quand même censés être sous notre tête, mais bref, avec Silence, Adam Mondia signe une voie absolument historique, élève le niveau mondial de l'escalade, redéfinit en quelque sorte toutes les règles du jeu. Mais maintenant que t'as grimpé toutes les voies les plus dures, maintenant que t'as créé la nouvelle référence en termes de difficulté, que t'as dominé toutes les compétitions, que t'as gravi la grande voie la plus dure du monde, qu'est-ce qui te reste à faire? Bah, c'est facile, vous allez me dire. Vous commencez à connaître et s'il a réussi un 9C, plus qu'à se lancer dans un 10A. Là, je suis sûr que vous êtes, ouais, putain, génial, j'avais tout compris, etc. Et même si je reconnais qu'il y aurait une certaine logique là-dedans, en vrai, c'est quand même vachement plus complexe. Parce que vu que Silence est le premier 9C, déjà, faut en établir d'autres pour pouvoir créer une nouvelle référence, puis il faudrait des 9C+, avant de parler de 10. Enfin bref, c'est très compliqué et on peut absolument pas s'amuser à créer des nouvelles cotations tous les 2 jours. Il pense pas vraiment à essayer d'enchaîner une voie encore plus difficile que Silence. Did you set new goals right after that? Like 516 at 9C+? Is that even possible? I mean, I know that 90 plus might maybe be possible one day, but right now, for the moment, it's too far. Donc maintenant, ça y est, plage et mojito. Pas vraiment. En fait, Adam, il a quand même besoin d'un nouveau défi, et qu'est-ce que tu peux faire quand t'as déjà réussi à grimper toutes les voies les plus dures qui existent? Ceux qui jouent aux jeux vidéo de manière assidue auront compris, quand t'as fini un jeu, réputé hyper difficile, c'est cool, mais le faire sans mourir, voire sans se faire toucher, c'est encore mieux. Donc, en escalade, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les mêmes voies, hyper dures, et se rajouter des petits défis supplémentaires. 3 fois rien, quoi. Il y a en gros 3 manières de grimper une voie ou un bloc. Après travail, flash et à vue. Tout ce dont je vous ai parlé depuis le début de la vidéo, c'est ce qu'on appelle du après travail. C'est-à-dire qu'on va dans la voie, on repère les prises, on repère les mouvements, qu'on apprend par cœur et à force de travail justement, on finit par réussir à enchaîner la voie, à la faire d'une seule traite sans tomber. Grimper à vue, c'est considéré comme l'escalade ultime. Si on enlève le solo. En fait, c'est assez simple à comprendre, c'est que t'as le droit à absolument aucune info sur la voie et que tu dois réussir à la grimper du premier coup. C'est-à-dire, tu arrives au pied de la falaise, tu regardes la falaise, ouh, ça a l'air difficile et tu réussis à la grimper d'un seul coup sans tomber. Tu tombes une seule fois, c'est raté, tu tombes directement dans le après-travail. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile que les voies que t'as bossées. Parfois pendant des mois, voire des années, comme Adam avait fait pour Silence. Un flash, c'est entre les deux, ok? Entre le après-travail et le à vue. C'est-à-dire qu'on a toujours droit à un seul essai, comme pour le à vue, mais on a droit d'avoir les infos de la voie, c'est-à-dire qu'on peut demander à notre pote qui a déjà grimpé cette voie comment sont les prises et on peut connaître un petit peu les pièges. Tiens, tu vois ce gros bac, etc. Bah en fait non, il est nul, ça marche pas. Et tiens, regarde derrière cette petite crouille, en fait tu as une super prise si tu la prends comme ça, etc. Tu peux avoir des infos en plus et du coup ça te facilite un peu le travail. Donc un flash, c'est plus facile qu'un vue, mais c'est encore très difficile. Adam, il aime bien battre des records. Donc, il va encore une fois se lancer dans la conquête de quelque chose que tout le monde croyait impossible jusqu'alors, flasher un 9A+. Alors oui, aussi incroyable que ça puisse paraître, faire un 9A à vue, ça a déjà été réalisé, mais ça, je vous en parlerai sûrement une autre fois. Donc, faut trouver quelque chose d'encore plus dur qu'un 9A à vue. Le gros problème d'une ascension flash, c'est que on n'a pas de deuxième essai. Que si dans un degré normal, c'est pas très grave parce que des voies de ce niveau, on en trouve des milliers. Je veux dire, si t'essayes de flasher des 6B, et que tu rates, c'est pas grave. Des 6B, il y en a what 1000. Des 9A+, c'est déjà beaucoup plus rare. Tellement rare en fait que ceux qui peuvent être tentés en flash se comptent sur les doigts de la main d'Adam. Donc faut se préparer. Et comment on s'entraîne pour grimper une voie où tout le défi réside justement à ne pas la travailler? From people that know the route very well, but you can't touch the bolts. Très juste, on imagine qu'on est dans la voie.
évidemment, plus la visualisation est intense, plus on est vraiment dans la voix, plus il y a de chances de réussir à la transposer physiquement sur les cailloux. Comme pour Silence, Adam s'entraîne encore plus à visualiser. Lorsqu'il se sent prêt, il tente une première voix. Et échoue. Encore une fois, gestion de l'échec, on se reprépare, on revisualise en essayant de connaître la voix dans ses moindres détails sans pouvoir y aller et... on échoue à nouveau. Sur une autre voie, le même travail, mais pas les bonnes conditions, peut-être l'appréhension, alors il tente même pas, il laisse tomber. Est-ce que cette fois, ce serait pas un peu trop dur? Est-ce que des gens croyaient vraiment qu'Adamondra pouvait réussir à flasher un FA+? Difficile à dire. Là, c'est vraiment presque impossible. Là, c'est pas juste que la voix, on repousse le niveau de difficulté, c'est qu'on a un seul putain d'essai pour des voix qui en demandent des milliers. Je crois que là, la difficulté est juste trop haute. Enchaîner une voix de ce niveau après des mois de travail, c'est déjà un exploit, réservé à une poignée de grimpeurs parmi les meilleurs du monde, alors pensez le faire du premier coup. Mais, les gars, le prétendant, c'est pas juste un très fort grimpeur. Là, c'est Adam fucking Ondra! It was like 95% just as I visualized it. The holds felt just the same. That's a great feeling. It felt like nothing could really stop me. It just kept going. And the dream was done. Vous savez ce qui est difficile avec une vidéo sur Adamondra? C'est que, vu que chaque exploit que ce mec réalise explose littéralement les précédents, ils en perdraient presque de la valeur individuellement mis les uns à côté des autres, et pourtant, Adam, il se contente pas juste de battre des records, il établit littéralement de nouvelles catégories dans lesquelles battre les 10 records. Et là, ça fait 20 ou 25 minutes que je suis en train de parler, et j'ai juste abordé 3 voies un peu iconique de sa carrière. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé de la grande famille de l'escalade? J'aurais pu vous parler de tellement d'autres choses, comme la fois où il a probablement réalisé le premier 9 à bloc de l'histoire, sans le savoir, de la fois où il a gravi le Downwall, soit la grande voie la plus dure du monde, répétée une seule fois avant, et où on a fait un documentaire sur cette ascension tellement c'était exceptionnel, de toutes les compétitions qu'il a gagnées, ou de Bon Voyage, la voie de trad la plus dure du monde, qui vient de répéter pour la 2e fois au moment où j'écrivais cette vidéo. C'est dingue toutes les fois où j'ai dû dire la voix la plus dure du monde, mais en fait c'est ça qui anime et qui définit Adamondra. Exploser tout ce qui a été fait et faire les voix les plus dures du monde. Et c'est pour ça qu'il est sans conteste le meilleur. Maintenant que j'ai bien abordé le personnage, il va être temps de voir comment concrètement mettre ses apprentissages en pratique, et ça, ce sera très probablement l'objet de ma prochaine vidéo. Donc d'ici là, prenez soin de vous, éclatez-vous, échauffez-vous et surtout, abonnez-vous.